Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais en ce moment je suis un peu moins présente sur YouTube, par contre sur Instagram je peux vous dire que ça y va. Je vous invite encore une fois à aller suivre mon compte Instagram dédié en fait aux études qui s'appelle Lilou Study Law. J'y partage vraiment tout mon quotidien, donc je vous invite à aller me suivre là-bas. En tout cas justement j'ai fait un sondage sur mon compte Instagram par rapport à cette vidéo que je suis en train de vous tourner là, pour savoir si ça intéresserait les gens que je fasse une telle vidéo. Et j'ai eu énormément d'avis positifs et de personnes qui voulaient voir une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube. Donc me voici, voilà, je me suis libérée un petit peu de temps en cette période de révision. Parce que là j'ai terminé personnellement mon semestre 3 de deuxième année. Là je suis une heure en période de révision pour mes mineurs et mes majeurs d'ailleurs, que je passe au mois de janvier. Donc c'est l'occasion pour moi bien sûr de vous souhaiter une belle période de révision. Enfin, c'est un grand mot pour une période de révision, mais en tout cas une bonne période de révision qui va se couronner, je l'espère, de beaucoup de réussite. Mais je crois beaucoup en vous, je suis persuadée que vous allez réussir à atteindre vos objectifs et vos ambitions. Bref, beaucoup de blabla. Je suis la professionnelle des introductions beaucoup trop longues. Ce que je voulais dire, c'est que cette vidéo va être sur ma première expérience à la cour d'assises. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Tout simplement parce que je retourne à la cour d'assises cette semaine. C'était pas du tout prévu, en fait. Je cherche à y retourner depuis cette expérience-là qui a eu lieu en janvier-février 2020. Sauf qu'après Miss Corona est arrivée et j'ai voulu y retourner, sauf que les tribunaux étaient littéralement complètement fermés. Donc j'ai pas pu y remettre les pieds jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, croyez-moi, c'est pas l'envie qui manquait. Et là j'ai su par une abonnée que en fait le tribunal avait réouvert et qu'il y avait une audience, une cour d'assises la semaine prochaine de lundi à mercredi. Donc croyez-moi, je vais y aller tous les jours. Du matin jusqu'au soir, j'ai sauté au plafond parce que ça fait des mois que je rêve de retourner à une cour d'assises. Mais enfin l'occasion, et dès que j'aurai terminé cette cour d'assises là, la semaine prochaine, je vous referai une vidéo bilan sur ma deuxième cour d'assises. Pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo sur ma première cour d'assises? C'est parce que ça m'a énormément marqué et que en fait dans cette vidéo, je vais pas forcément vous parler de tout l'aspect de l'affaire en question, mais plus de mon ressenti vis-à-vis de cette première cour d'assises. Comment je me suis sentie pendant ces 2 jours, qu'est-ce qui m'a choquée, qu'est-ce qui m'a interpellée, qu'est-ce que j'ai retenu, en quoi ça a changé ma vision de la justice, du monde, des personnes, parce que ça a vraiment totalement bouleversé la personne que je suis et ma vision des choses, notamment en termes de justice pénale. Je voulais du coup vous partager mon petit avis et puis ma petite expérience dans cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Entrons dans le vif du sujet. Je suis allée pour la première fois à la cour d'assises en janvier-février 2020. J'avais été au préalable à seulement 2 audiences, mais c'était du correctionnel, donc rien à voir. J'ai jamais allé à une cour d'assises et en fait ça a été un pur hasard littéralement. J'étais à Tours parce que je rentrais de Blois et je devais prendre un bus pour rentrer de Tours jusqu'à chez moi parce que je vis à 1 heure de route. Il y a des bus que toutes les heures ou toutes les 2 heures, donc je devais attendre 2 heures mon bus. Je me souviens, il était 9h30 et il était à 11h30 mon bus. Je me suis dit ok, je vais faire quoi à Tours dans la rue nationale pendant 2 heures? Et je me suis dit pourquoi pas retourner voir une audience correctionnelle parce que ça m'avait intéressé les 2 premières que j'avais été voir et je savais qu'il y en avait ce jour-là. Donc je pars au tribunal, j'arrive, je vois la petite affichette qui me dit correctionnel, salle, je sais plus 16 ou 19, un truc comme ça. Je marche vers le correctionnel et je croise un avocat dans le couloir qui voit que j'étais un petit peu perdue ou que je cherchais quelque chose et il me demande ce que je cherche. Je lui dis que je m'apprêtais à aller voir une audience correctionnelle et il me dit vous voulez vraiment aller voir du correctionnel parce que si vous voulez, là il y a une cour d'assises qui commence. Et moi je me suis dit really? Genre vraiment? Il m'a dit venez avec moi, je vous emmène, vraiment super gentil. Et il m'a emmenée dans la salle de la cour d'assises. Et en fait il s'est avéré que cet avocat là c'était l'avocat de la défense de l'accusé. Me voilà arrivée en plein milieu d'une cour d'assises alors que je n'étais absolument pas au courant qu'il y avait une cour d'assises ce jour là. Ça a été un énorme hasard. Je suis allée que 3 fois au tribunal. La dernière fois j'ai eu cette chance là de tomber pile poil au début d'une cour d'assises. En plus c'était vraiment pile poil le début. L'audience avait commencé à 9h et moi je suis arrivée vers 9h30. Donc vraiment j'étais tout au début. Ça a duré 2 jours, jeudi matin donc jusqu'à vendredi soir, c'est ça. Et j'étais très contente mais à la fois très impressionnée. Quand je suis rentrée dans la salle, c'était une grande salle et ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est 3 choses. Déjà des caméras derrière parce qu'il y avait un petit peu de journalistes locaux. On voit rarement quand même des caméras dans des salles d'audience, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu interpellée. Ensuite qu'il y avait pas mal de public, surtout des retraités. D'ailleurs je trouve ça hyper cool quand t'es retraité d'aller voir des audiences. Bref voilà, et du coup il y avait pas mal de monde dans la salle, beaucoup plus qu'au correctionnel. Pas non plus plein hein. Troisième chose qui m'a interpellée, le box bien sûr. L'accusé y était déjà quand je suis rentrée. Ça fait bizarre parce qu'en correctionnel on n'a
pas de box comme ça, on a juste un espèce de bureau quoi, où l'accusé enfin le mis en examen du coup est derrière, mais il n'est pas à travers une vitre comme aux assises où c'est vraiment un box littéralement où tu peux pas sortir, il y a une vitre. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Quatrième chose qui m'a interpellée, c'est le nombre de jurés. Et de juges, parce que au correctionnel il y en a que 3 alors qu'en cour d'assises il y en a 12. Il y en a 3 professionnels et 9 jurés populaires, c'est-à-dire des jurés qui ne portent pas du tout la robe de magistrat, qui sont des personnes de la société civile comme vous et moi. C'est vrai que c'est assez étrange et surtout c'est assez impressionnant d'être 12. C'est quand même beaucoup, ça fait vraiment un arc de cercle comme ça avec tous les jurés, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Cinquième chose qui m'a interpellée, c'est le nombre pareil de policiers. Il y avait beaucoup de policiers dans la salle, il y en avait aux 4 coins de la salle et dans le box il y en avait 2 ou 3. Ça aussi c'est un truc qu'on voit pas au correctionnel il y en a quelques-uns mais pas autant qu'en cour d'assises. Là les premières choses que j'ai remarquées quand je suis rentrée dans la cour d'assises. Ensuite on a commencé, alors moi la difficulté que j'avais c'est que comme je suis arrivée 30 minutes après le début officiel de l'audience, et ben je savais pas pourquoi était mis en examen la personne, enfin de quoi elle était accusée. Donc du coup j'ai essayé de deviner après au moment où je suis arrivée. En fait je suis arrivée au moment où les médecins venaient témoigner de ce qu'ils avaient vu sur le corps des patientes, elles sont toujours vivantes mais des victimes du coup, pour dire en gros quel traumatisme physique ou psychologique ils avaient subi. Donc on a vu des psychiatres, on a vu des psychologues, on a vu des médecins défiler, je crois qu'ils étaient peut-être 4, un truc comme ça. J'ai essayé en fait de déduire de ce qu'ils disaient les médecins qu'est-ce qu'il avait pu se passer, les faits en fait de l'affaire, parce que je les avais pas et ça c'est vrai que c'était un petit peu handicapant. Voilà, mais après j'ai quand même assez vite compris de quoi il s'agissait. D'ailleurs de quoi il s'agissait? Bonne question les amis. Il s'agissait d'une affaire de meurtre, ça s'était déroulé en 2015, c'est-à-dire il y a quand même 5 ans. Et depuis 3 ans la personne, donc l'accusé, était déjà incarcéré. C'est énorme. D'ailleurs il a raconté ses difficultés en prison etc, c'était très dur, je vous en parlerai après. Et en gros, alors il y avait 4 victimes. Je vais pas rentrer dans les détails de l'affaire mais il faut quand même que je vous explique un petit peu notamment par rapport à ce que je vais vous dire après au niveau de la peine. Une victime qui se plaignait de viol, une victime de tentative de viol, une victime de vol à main armée et une victime de vol simple. La victime de vol simple n'était pas présente à l'audience, aucun des 2 jours. En revanche, les 3 autres étaient présentes et il y avait 2 avocates. Il y en avait une qui n'était pas représentée d'un avocat. En gros, il y avait 2 avocats de la défense, 2 avocats de la partie civile. Il y avait un avocat et une avocate pour la partie civile pour 2 des 3 victimes. Et pour la défense, il y avait un avocat et une avocate aussi. Il y avait 2 femmes, 2 hommes à chaque fois pour la défense. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années je crois, il était vraiment jeune. Je vous disais, la journée s'est assez vite passée parce que... Enfin assez vite, non en vrai ça passe très lentement parce que la première journée on a beaucoup parlé du coup des psychiatres, des psychologues, des médecins, tout ça qui sont venus témoigner. L'après-midi on a commencé à aborder la vie de son parcours de vie, son histoire de vie etc. Et là je vais pas rentrer dans les détails mais je suis obligée de vous en parler si vous voulez comprendre ce que je vais vous dire après au niveau de mon ressenti. Il avait un parcours de vie horrible, juste vraiment horrible et très touchant. C'était un jeune homme qui avait vécu vraiment les pires trucs qu'on puisse vivre à 20 ans je pense vraiment. C'était très difficile à entendre, il racontait tout ça avec énormément de pudeur et il parlait pas hyper bien français donc des fois il fallait un petit peu déchiffrer mais quand même il s'exprimait bien, on comprenait bien ce qu'il voulait dire. Il était pas hyper bavard et il était très peu bavard au sujet de sa famille etc. En fait il avait pas de famille, il y avait littéralement personne pour lui dans l'audience, vraiment il y avait aucune famille parce qu'en fait toute sa famille était soit morte soit n'était pas en France. Et lui a une histoire de vie mais vraiment vraiment fracassante et ça a pris presque une journée entière de parler de son histoire de vie à lui, de tout ce qu'il a pu vivre avant. En fait c'était une histoire d'immigration, sur les fameux bateaux gonflables sur lesquels meurent plein de gens, lui il avait vu mourir ses amis, enfin c'était bouleversant vraiment. Et ensuite il a raconté beaucoup de difficultés liées à la prison et au foyer parce qu'il était en fait dans un foyer pendant plusieurs années parce qu'il était SDF à Tours. Et il racontait donc sa vie de sans-abri déjà, difficultés par rapport à la drogue, l'alcool etc. Et ensuite il a raconté aussi qu'il avait été repêché par certains foyers à Tours. On a eu du coup les directeurs, directrices de foyers qui sont venus parler de cet accusé là. Et à chaque fois il s'est fait virer des foyers, donc pareil on lui a demandé d'expliquer. On a demandé directement aux directeurs, directrices des foyers, etc. de donner leur avis là-dessus.
Enfin bref, voilà, on a un petit peu fait le tour de sa personnalité et tout ça, et franchement c'était très dur. Il y a eu des moments où il fallait vraiment se retenir, surtout qu'à ce moment-là, moi j'avais pas encore bien compris les faits dont il s'agissait, donc je le voyais vraiment comme un humain standard entre guillemets, non pas que quand j'ai su les faits je le voyais plus comme un humain mais comme un monstre, pas du tout, à aucun moment je l'ai vu comme un monstre, mais je veux dire ça met quand même une certaine proximité entre les personnes, alors que quand on dit les faits, c'est vrai que tout de suite on se sent un peu plus distant parce qu'on rejette ces faits là, même si on rejette pas la personne en elle-même, mais ce qu'il a fait on le rejette parce que c'est pas normal et que c'est pas cautionnable et que on n'est pas d'accord avec ça tout simplement, et c'est totalement normal, et du coup forcément on se sent un peu moins en empathie, mais même ça j'en parlerai après avec l'accusé. Quand on les sait pas, c'est un peu compliqué de mettre de la distance, donc franchement c'était très très dur. Ça m'a fait prendre conscience vraiment de la difficulté pour quelqu'un d'avoir... En fait juste je me suis dit, c'est là que je veux en venir dans cette vidéo, c'est ça principalement le message que je veux vous faire passer. C'est que en fait c'est tellement simple de juger une affaire depuis un média. Tu vois cette affaire depuis le média, que tu regardes BFM, j'en sais rien, tout ce que tu veux, qui te raconte l'affaire en 3 lignes, il te dit il est accusé de machin, il a pris 15 ans, ok? Mais en fait, tu sais tellement rien quand t'as pas assisté à l'audience, quand tu sais pas du tout de qui il s'agit, l'accusé, que tu l'as jamais vu, s'exprimer, s'expliquer, que tu connais pas du tout son histoire de vie, c'est tellement facile de juger et de dire que oui, de toute façon celui-là c'est qu'un salaud, il mérite qu'elle ait toute sa vie en prison, voire il mérite la peine de mort, parce que on entend quand même encore ça des fois. Si moi ça m'horripile, parce que je suis profondément contre la peine de mort et que j'y vois strictement aucun intérêt, pour moi c'est totalement paradoxal et juste extrêmement bas intellectuellement parlant, et je rejette totalement cette absurdité là, cette idée absurde que la peine de mort pourrait régler les choses, j'y crois pas 2 secondes. Les gens, j'ai l'impression, enfin moi c'est tellement simple de juger à travers juste un écran et ce qu'on veut bien nous dire, mais c'est tellement plus dur de juger quand t'es face à la réalité de la cour d'assises et quand t'es face à la réalité de la vie de cet homme. Ce que je veux dire c'est que les faits dont il est accusé c'est pas excusable, des problèmes sexuels qui ont traumatisé autant les victimes, et ça aussi j'en parlerai du traumatisme, c'est aucunement excusable, c'est aucunement justifiable, mais c'est vrai que on en arrive à un peu, je vais pas dire comprendre, mais à voir un petit peu le mécanisme qu'il y a derrière. Parce que quand tu vois cette histoire de vie qui est décousue depuis le début jusqu'à la fin, au début le mec a jamais eu une vie normale, tu vois son histoire familiale qui est complètement vraiment pitoyable, et c'est pas un jugement de valeur que je fais là, mais je veux dire pitoyable dans le sens qu'il a jamais eu d'affection, qu'il a jamais vécu dans des conditions régulières, qu'il a toujours vécu en temps de guerre, etc. Donc très très difficile au niveau familial, très difficile au niveau économique, il a jamais eu ce dont il avait besoin, très difficile ensuite parce qu'il a vu tous ses amis mourir, qu'il a fait la traversée, l'immigration pour venir jusqu'ici. Ensuite très difficile parce que les seuls foyers où il a été accepté, en fait il s'est fait rejeter après, et les raisons du rejet étaient pas si claires que ça, c'était pas du tout des problèmes de violence ou quoi, c'était vraiment juste... disons que lui il était très énervé vis-à-vis de ça, les seules fois où on l'a entendu crier à l'audience, il était très blessé et même il a pleuré, il considérait que c'était une injustice totale et qu'en fait c'est les autres SDF qui étaient avec lui dans les foyers qui avaient provoqué ça, et en fait c'était de leur faute à eux, et à cause d'eux, et lui il s'est retrouvé encore à la rue. Il l'avait encore vraiment au fond de la gorge là, c'était très très compliqué pour lui de parler de ça, c'était très douloureux, ça se voyait. Et on peut que avoir de l'empathie envers une personne qui a une histoire de vie aussi horrible et aussi tragique, et en fait t'en viens à te dire que moi si j'avais vécu cette affaire là depuis les médias et qu'on m'aurait dit oui l'agresseur, on l'appelait comme ça dans les médias parce qu'on lui avait donné un nom, d'ailleurs il était pas du tout content qu'on l'appelle comme ça, et il a profondément manifesté son désaccord et son énervement vis-à-vis de ce surnom médiatique là qu'on lui a donné dans l'audience, ce qui était compréhensible hein. Si j'avais vu ça en fait juste simplement dans les médias avec toute la distance qui caractérise juste les médias, j'aurais sans doute je me serais sans doute même pas arrêtée sur cette affaire, et en fait j'aurais juste dit tant mieux qu'ils soient en prison, il est dangereux pour la société. Même si je continue de le penser, hein, tant mieux qu'ils soient en prison, il est quand même dangereux pour la société. Quand tu vas à une audience, que tu vois pendant 2 jours l'accusé, que tu le vois s'exprimer, que tu le vois raconter son histoire de vie et tout, tu en viens à te dire, mais en fait c'est... Je veux pas dire que c'est normal qu'il en arrive là, mais que c'est
compréhensible, bien que injustifiable, qu'il puisse en arriver là. Parce que tu te dis, le gars, il a jamais eu une vie normale, il a jamais eu d'affection, il a jamais eu les moyens de subsister à ses besoins, il a jamais eu la vie normale de que tout individu devrait avoir en fait. Il a que une vie de galère, de difficulté depuis le début, et là depuis qu'il est en France, on l'enfonce. Et tu te dis mais au bout d'un moment, évidemment qu'il se sent rejeté de la société et évidemment qu'il en arrive à commettre des faits comme ça, même si bien sûr c'est totalement injustifiable et tout. Mais ce que je veux dire c'est que la société dans laquelle il a baigné depuis tout petit, elle est tellement minable, elle est tellement pitoyable, elle est tellement dure pour un enfant, pour un adolescent, parce que quand même c'était qu'un adolescent à cette époque-là. Bah oui, il peut pas se construire normalement. C'est normal, c'est pas normal qu'il viole ou qu'il fasse des tentatives de viol, hein, clairement pas, mais je veux dire, c'est normal qu'il soit pas bien construit dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, je précise vraiment que je suis pas du tout en train de justifier ou d'excuser ce qu'il fait parce que ça peut paraître comme ça de loin, on va dire. Bon, déjà, la deuxième journée, on a auditionné les victimes. Donc toute la matinée, on a passé à auditionner toutes les victimes. C'était extrêmement touchant. Là aussi je vais vous parler de moi, tout ce que j'en ai pensé et de tout ce que j'en ai tiré parce que là aussi il y a eu beaucoup de choses. Et toute l'après-midi on a écouté les plaidoiries des avocats qui duraient pas mal de temps, hein. Je dirais minimum 1 heure chacune et il y avait 4 avocats plus l'avocat général qui faisait ses réquisitions. Qu'est-ce que j'ai pensé des plaidoiries et je vous parlerai après des victimes et de tout ce que j'ai pu en tirer. Alors les plaidoiries c'est un moment extrêmement... c'était très perturbant. J'étais cloîtrée dans ma chaise comme ça. D'abord on a écouté les avocats de la partie civile qui ont très justement, je trouve, retransmis les douleurs des parties civiles, leur traumatisme sur tous les plans, tant affectifs que sexuels, que familiaux, que sociaux, que professionnels. Enfin vraiment c'était des belles plaidoiries, c'est le cas de le dire, c'était beau, même si c'était dur. C'était très fidèle je pense à ce que ressentaient leurs clients. J'ai trouvé ça vraiment beau et émouvant. Ensuite sont venues les réquisitions du procureur général, enfin l'avocat général à la cour d'assises. Je vous parlerai après des réquisitions qu'il a fait, mais pareil c'était très impressionnant parce qu'il s'énervait, il faisait des grands gestes de robe, enfin c'était assez impressionnant. Et ensuite les avocats de la défense, alors en l'occurrence il avait une avocate et un avocat. L'avocate est passée d'abord et elle a dit... C'était assez intéressant ce qu'elle a dit, mais c'était pas non plus impressionnant en tant que tel. C'était assez classique entre guillemets comme plaidoirie, si tant est qu'une plaidoirie peut être classique, mais voilà. Et ensuite il y a eu l'avocat de l'accusé et là, impressionnant. J'ai littéralement flippé tout ce que je pouvais pendant... Désolée, il y a un camion qui est passé de livraison, je me demande si c'est pas pour moi. J'ai vraiment flippé, j'étais cloîtrée dans mon siège parce que il criait, il faisait des grands effets de robe, il interpellait les gens, il faisait des grands gestes comme ça, il prenait toute la place, il se déplaçait partout dans la cour, il interpellait tout le monde, enfin c'était vraiment impressionnant et ça faisait vraiment genre grande plaidoirie entre guillemets. C'était assez... C'était impressionnant, il prenait beaucoup de place, c'est vrai que ça fait beaucoup d'effets. En plus de ça, au-delà de l'aspect juste oral, il y avait le fond de la plaidoirie qui était juste hyper intéressant et hyper pertinent, qui en fait reposait surtout sur la personnalité de l'accusé, donc surtout sur son histoire de vie. Et comme je vous l'ai dit, son histoire de vie est tellement chamboulante que forcément quand un tel... avocat se met à la raconter, tu la vis et c'est difficile. C'est encore plus difficile je crois que quand c'est l'accusé lui-même qui parle parce que comme lui il avait du mal à parler un petit peu français, il avait du mal à s'exprimer, en plus de ça il y avait la douleur derrière, on sentait qu'il était encore très ému, c'était encore assez difficile pour lui et du coup c'est vrai que oui ça faisait passer énormément d'émotions bien sûr, lui aussi était très touchant, mais c'est vrai que quand c'est l'avocat qui en plus fait des grands gestes de robe, crie dans toute la salle, se déplace et tout, qui fait un show un peu, tu vois, c'est encore plus touchant, enfin c'est... Tu vois, c'est comme ça, tu te le prends en pleine face. Voilà, un instant vraiment particulier des plaidoiries. Si je vous l'ai pas dit, mais pendant l'audience, ce qui était assez impressionnant, c'est qu'on avait un peu l'impression d'être dans une série. Alors il y avait des moments un peu plats, des dépositions qui étaient très longues, des choses comme ça, où bon, au bout d'un moment, surtout qu'il y a un silence littéralement de mort dans la salle, il n'y a personne qui parle, il y a tous les bruits s'entendent, vraiment, on entend les mouches voler, et toi t'es comme ça toute la journée, de 9 h jusqu'à 20 h le soir, parce que la première journée nous ça s'est terminé à 20 h,
le lendemain plus tôt parce que après il fallait qu'ils délibèrent, donc du coup ils ont fini l'audience un peu plus tôt, vers genre 10-8 h je crois. C'est vrai que en fait mine de rien c'est hyper fatigant. C'est vraiment des journées fatigantes, même pour des personnes qui viennent juste voir une audience. Alors j'imagine pour les avocats, pour les magistrats, pour l'accusé, pour les parties civiles, ça doit être juste éprouvant. Par contre ce que j'ai trouvé super intéressant par rapport aux audiences correctionnelles, et ce qui m'a un peu choquée au correctionnel, c'est qu'en fait au correctionnel les affaires en 20 minutes c'est bouclé. Peut-être pas toutes non plus, mais il y en a, ça peut prendre quoi, jusqu'à 1 heure peut-être, mais la plupart du temps en 30 minutes c'est fini. Et je trouve ça vraiment dommage, même si je comprends parce qu'il y a tellement d'affaires que ça serait impossible de passer 3 jours sur chacune. Mais du coup en fait on expédie ça sans regarder la personnalité des gens et voilà. Alors, enfin sans regarder, si on regarde quand même mais de manière très expéditive, alors qu'à la cour d'assises on a le temps vraiment de faire attention aux moindres détails des dépositions, écouter plein de gens pour témoigner, parce qu'on a eu aussi des témoins, que ce soit des parties civiles ou que ce soit médicaux comme je vous disais. De l'accusé non, on n'a eu aucun témoignage tout simplement parce que lui a aucune famille, aucun réel ami en fait. Ça j'ai bien aimé le fait qu'on puisse vraiment prendre le temps sur 2 jours entiers de vraiment bien d'examiner tous les faits du dossier, tous les petits détails, de bien confronter les gens à leurs dépositions, parfois à leurs dépositions un peu contradictoires. Des fois on a eu l'accusé qui disait des trucs complètement contradictoires et c'est pour ça on a eu des petits renversements de situation pendant l'audience. L'ADN il y a eu, parce que au début on savait pas si c'était vraiment lui pour certaines victimes, et après on a eu l'ADN qui est venu le confirmer, donc là on a dû confronter l'accusé à cette preuve là qui est l'ADN et qui est difficilement discutable quand même, constituant un petit peu des moments clés dans l'audience. C'est vrai que là tu tends l'oreille tout particulièrement à certains moments de la journée. On a eu des vidéos qui ont été partagées pendant que l'accusé était du coup il y a quelques années en garde à vue pour ces faits là. En fait ces 4 faits là, vol à main armée, tentative de viol, vol et viol, c'est commis en l'espace de 2 semaines. Il a été mis en garde à vue mais on savait pas que c'était lui sur les 4 affaires, après c'est l'ADN qui est venu prouver tout ça. Du coup, pendant la garde à vue il avait avoué certains trucs qu'il a pas avoué pendant l'audience, et du coup on a repassé les images de la garde à vue. Et là il changeait d'avis, enfin c'était vraiment... on tendait tous l'oreille pour voir ce qu'il allait répondre, parce que nous en plus on connaît pas le dossier, donc en fait on arrive là, on a l'impression d'être un peu comme dans une série. Ils te mettent un truc à la télé comme ça, il y a des écrans partout dans la cour d'assises, et tu vois la garde à vue d'il y a 3-4 ans où il dit le contraire de ce qu'il vient de dire à la cour d'assises, donc toi t'es un peu estomaqué, tu te dis ok, comment ça va finir cette histoire. Et je pense que l'attitude de l'accusé aussi c'est très important, et c'est un truc qu'on n'a pas trop dans les médias où à la limite ils vont donner 2 adjectifs qualificatifs et c'est tout quoi, alors que c'est hyper important en fait, ça joue énormément je pense dans un procès pénal et encore plus aux assises. Là où je veux en venir maintenant c'est par rapport à la peine, donc je vais vous parler des réquisitions de l'avocat général et des victimes. Moi qu'est-ce qui m'a pas traumatisé non plus mais vraiment choqué, c'est la peine, les réquisitions aussi. J'ai retenu trois choses principalement, c'est ce choc là dû à la peine, le choc dû aussi à l'accusé en lui-même, sa personnalité et tout comme je vous l'ai dit juste avant. Parce que pour moi l'histoire ça n'excuse pas mais ça peut quand même apporter des éléments qui sont juste hyper importants pour voir la personnalité de l'accusé et donc la peine qui va lui être appliquée en fait. Pour moi c'est vraiment un maillon essentiel de l'histoire qu'on a souvent pas dans les médias et du coup on se permet de juger beaucoup trop facilement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là je vous l'ai résumé. Maintenant je fais beaucoup plus attention à ce que je vois, à ce que je lis, à ce que je vois dans les médias. Ensuite il y a eu aussi le côté choc par rapport aux victimes. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette tendance à écarter les mots des autres pour pas se retrouver dedans et donc pas s'inquiéter. On dit ça arrive qu'aux autres. En gros c'est ça. Et en fait c'était assez choquant parce que les victimes étaient toutes assez différentes. Alors certes c'était toutes des femmes mais elles avaient toutes des âges différents. Et c'était tout le temps au même endroit. Toutes les agressions se sont passées au même endroit. Ils ont montré des photos des endroits où ça s'est passé. Et le plus ouf, c'est qu'en fait, quand j'ai vu ces photos, je me suis dit waouh, mais en fait, c'est mon lycée. À cette époque-là, je venais de sortir du lycée, donc au moment des agressions, j'étais en seconde. Et en fait, ces agressions-là se sont passées à des moments où j'étais au lycée, dans exactement la même zone. Et je me suis dit, pourquoi pas moi en fait? Genre vraiment, j'ai eu ce choc-là de me dire, mais attends, mais c'était tellement proche de moi, genre j'étais à quelques mètres de cet agresseur là quand il a fait ces faits là, et c'est pas tombé sur moi, c'est tombé sur une autre femme, mais ça aurait pu très bien être moi autant que elle. Et ça m'a vraiment ramené à la réalité en me disant mais waouh, en fait oui, ça n'arrive vraiment pas qu'aux autres. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu con hein, dit comme ça, et voir les marches dans lesquelles j'allais manger le midi,
voir les chemins par lesquels je passais, etc. en se disant que ces femmes-là s'étaient faites violer, ou en tout cas on avait tenté de les violer par cet homme-là, au moment où j'étais juste à côté, c'est vrai que c'est quand même assez bouleversant. Après, en fait ça a été qu'une histoire de chance quoi. Enfin genre vraiment, c'était juste une histoire de malchance pour elle et de chance pour moi, parce que on était toutes au même endroit au même moment, et elles ont juste fait la mauvaise rencontre entre guillemets qui a changé leur vie, et moi je l'ai pas faite ce jour-là, mais ça aurait pu être moi. Bizarre de voir des photos de ces lieux-là qu'on connaît si bien, qu'on fréquente tous les jours, à l'écran d'une cour d'assises en fait. C'est vrai que c'est assez étrange. Ça c'est vrai que maintenant encore j'en tire, enfin j'en ai j'ai beaucoup de conséquences, je vais pas dire des séquelles parce que voilà ça m'a pas non plus traumatisé à vie, mais je veux dire que j'ai notamment une des agressions s'était passée en gros dans, je vais pas rentrer en détail, mais dans un escalier. Et c'est vrai que, alors moi j'ai toujours eu une peur bleue du harcèlement de rue et en général des hommes qui viennent t'agresser dans la rue, etc. J'ai toujours eu extrêmement peur de ça, c'est-à-dire j'ai toujours regardé derrière moi dans la rue, encore plus quand il fait nuit. Je me retourne 50 fois par jour, j'ai l'application Sekura qui permet d'appeler la police directement, que j'ouvre dès que je marche dans la rue, surtout la nuit je l'ouvre, comme ça j'ai plus qu'à faire un clic et ça appelle directement. J'ai ma géolocalisation qui est envoyée à mon copain, enfin vraiment je suis un peu, voilà, mais parce que je me suis déjà fait harceler plein de fois dans la rue. Ça a jamais été jusqu'à un viol ou quoi que ce soit, hein, pas du tout, mais je veux dire juste du harcèlement verbal. Et j'ai peur que ça m'arrive à moi aussi des agressions comme ça, et encore plus depuis que je suis allée à cette cour d'assises là et que je me suis rendu compte qu'en fait c'était si proche de moi et de nous toutes en fait. C'est vrai que maintenant, surtout dans les escaliers, un truc que avant j'avais pas forcément, mais maintenant dans les escaliers j'ai toujours peur. Je regarde H24 derrière moi, souvent je mets mon téléphone, tu sais, comme ça là pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui me suit derrière dans le reflet. Enfin, vous allez me prendre peut-être pour une parano, mais je pense qu'on est beaucoup de filles en vrai à faire ça. Et j'avoue que dans les escaliers maintenant, j'ai ce truc là parce que j'ai été à la cour d'assises et que j'ai vu qu'elle s'était faite agresser dans les escaliers. Alors c'est peut-être un peu stupide parce qu'il y a sans doute plein de gens qui sont agressés bien dans d'autres lieux que les escaliers. C'était juste anecdotique, enfin anecdotique, c'était juste... dans ce procès là, mais sans doute que ça peut arriver partout, j'en suis certaine, mais je veux dire c'est des images en fait si vous voulez, pendant le procès, pendant que la victime parlait, je me reconstituais des images. Maintenant je continue de les voir dans ma vie tous les jours quand je passe par un escalier ou quand je passe par les endroits d'ailleurs à côté de mon lycée. Maintenant venons-en à la dernière partie de la vidéo sur la peine. Il y avait donc, comme je vous ai dit, un vol à main armée qui était avec un couteau. Il s'était concrètement rien passé, il l'a juste menacé avec un couteau, enfin rien passé si bien sûr, mais il l'a menacé avec un couteau sur le pont, et elle a donné son sac, du coup il est parti avec le sac, et après voilà, elle est partie en courant. Donc ça doit être tellement traumatisant, genre vraiment, mais ça doit être juste mais tellement traumatisant. Maintenant elle doit flipper à chaque instant, genre vraiment, mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Pas du tout en train de minimiser ce qu'elle a vécu, pas du tout, hein. Mais je veux dire, ça reste quand même un vol à main armée, c'est quand même hyper grave, c'est pour ça qu'il est devant la cour d'assises. Mais je pensais pas non plus que pour ce fait là, il allait avoir autant de peine. Ensuite il y avait une affaire de vol simple, bon celle-là honnêtement, je crois que c'était un vol de téléphone portable, un truc comme ça, mais on n'a pas vraiment parlé, en plus la victime était pas là et j'avoue qu'on a un peu passé dessus. C'était des problèmes sexuels, donc une tentative de viol et un viol. Pour moi il y avait viol dans les deux cas. En fait, il était inculpé pour une tentative de viol et un viol. L'avocat général a demandé ça, sauf qu'ils n'ont pas reconnu ça, ils ont reconnu 2 tentatives de viol. Un viol qui sont pas reconnus en tant que viol, mais comme tentative de viol, ce que je comprends absolument pas, parce que pour moi c'était clairement un viol. Pour moi il n'y avait pas de question là-dessus, même les médecins en ont attesté, enfin je vois pas où était le problème. Ils n'ont pas voulu reconnaître le viol, je sais pas pourquoi, je sais vraiment pas pourquoi. Pourquoi ils l'ont requalifié en tentative, je sais pas. Quand j'ai lu ça dans la presse, j'étais un peu surprise. Alors la tentative de viol, il a pas réussi parce que la femme avait une ceinture bien passée, enfin elle s'est quand même débattue pendant presque 1 heure, hein. Donc ça devait être juste horrible, et on a vu les photos et tout avec les traces de débattage, je sais pas comment on dit, de la victime par terre. Elle avait perdu après son travail, elle était dans une dépression, on a vu les psychiatres qui sont venus, enfin c'était assez choquant quand même, hein. Elle a eu des grosses séquelles psychologiques et pas que suite à cet événement là, surtout qu'elle aussi avait une vie très très compliquée, c'est tombé sur elle alors qu'elle avait une vie vraiment déjà pas facile du tout, la pauvre. Mais concrètement il s'était, je veux pas dire qu'il s'était rien passé, mais je veux dire parce que je peux pas dire qu'il s'est rien passé, c'est une tentative de viol, c'est un crime. Je veux dire que ça a pas été loin
dans le sens où ils se sont débattus, certes, ça a été très traumatisant pour la victime, certes, et ensuite elle s'est barrée et il s'est concrètement rien passé entre eux, tu vois ce que je veux dire? En fait ça peut paraître un peu horrible ce que je suis en train de dire, le prenez pas comme un oui elle a rien vécu, comme une remise en cause de sa douleur, parce que genre, je la remets aucunement en cause, je l'ai entendu, je l'ai compris, ça m'a vraiment émue. C'était très très dur comme témoignage, surtout vu sa propre personnalité, franchement elle a eu tellement pas de chance que ça lui tombe dessus, mais clairement. Mais ce que je veux dire c'est que je m'attendais pas à cette peine pour ces faits là, c'est ça que je veux dire. Et l'autre c'était un viol, c'était du coup requalifié en tentative de viol, c'était en gros du sexe oral imposé hein, clairement. Donc voilà, dans les escaliers. Les familles. Et moi je m'attendais comme peine à une peine de moins de 10 ans de réclusion criminelle. Je me disais que c'était déjà beaucoup. Que les faits étaient certes graves, mais je veux dire quand on compare à d'autres faits comme des meurtres, des assassinats, notamment il y a pas longtemps il y avait une affaire avec un meurtre de bébé à Blois, donc juste à côté, où la femme avait pris je crois 15 ou 20 ans je crois, ce qui est pas hyper cher payé quand même pour un meurtre de bébé. Moi je pensais vraiment pas que au vu de la gravité des faits, il allait prendre aussi cher parce que finalement il a pas du tout pris moins de 10 ans de réclusion criminelle parce que ils sont retirés pour délibérer vers 18 h le vendredi. Après nous on est partis, ils ont fait évacuer tout le tribunal, en fait le tribunal est fermé. Ils se sont délibérés pendant je crois 5 heures mais personne n'est resté sur place, moi je suis rentrée chez moi etc. Et j'ai vu la décision le lendemain matin dans la presse locale sur internet, quand je me suis levée tout simplement j'ai vite regardé et ça y était le verdict. Alors les réquisitions du procureur ou plutôt de l'avocat général étaient de 12 ans de réclusion criminelle dont 8 de sûreté. Et au final ce qui a été décidé pour lui c'est 14 ans de réclusion criminelle dont 10 ou 12 je sais plus de sûreté. Sachant qu'il en a déjà fait 3 en prison avant de venir parce que comme je vous l'ai dit il a raconté ses conditions aussi de détention. Ah oui ça je vous ai pas trop détaillé mais de toute façon on n'est pas là pour ça, mais je veux dire les conditions de détention qu'il a eues elles sont juste ignobles aussi et j'avoue que c'était très dur à entendre aussi. Nous on pense pas forcément à ce genre de choses là dans notre vie de tous les jours mais en fait c'est vrai que ça doit être extrêmement difficile. Après il est pas non plus à plaindre, il a quand même violé des gens, voilà. Mais ce que je veux dire c'est que moi tout le monde a quand même le droit à sa dignité même en prison, même quand on a commis des crimes. Et c'est pas pour ça qu'on doit le traiter comme ça, qu'on doit le violer en prison. Et quand une personne te raconte ça, même s'il a été détenu, surtout qu'à ce moment-là il était même pas encore, enfin il était encore présumé innocent parce qu'il n'était pas encore passé devant la cour d'assises. Vivre des trucs, genre je me dis mais imagine il avait vraiment été innocent, là c'était pas le cas mais imaginons, il aurait vécu tout ça en prison, toutes ces difficultés là et tout, enfin c'est même pas des difficultés, c'est juste des choses hyper graves alors qu'il était innocent. Genre c'est dégueulasse, c'est horrible. Le pire c'est que je suis sûre et certaine que c'est déjà arrivé plein de fois dans la justice française et c'est juste pitoyable, mais bref. Surtout parce que comme nous ont expliqué les gardiens de prison et puis aussi lui-même, c'est que les menteurs comme on les appelle en prison, c'est-à-dire les personnes qui ont des problèmes sexuels, sont en fait extrêmement maltraités en prison par les co-détenus. C'est vraiment des détenus qui sont très mal vus dans le milieu carcéral et à qui on peut faire subir toutes les atrocités du monde. C'est vrai que quand t'entends tout ça, c'est aussi très compliqué. Voilà, donc là je vais pas dire que j'y pense tous les jours non plus, je suis pas là tous les jours en train de me dire oh, il est encore en prison, etc. Mais de temps en temps c'est vrai que ça me traverse l'esprit, je me dis là actuellement il est en prison parce qu'il m'a touchée et ça, le fait aussi que ce soit ma première cour d'assises, je pense que bah ça m'a vraiment choquée et ça m'a vraiment bouleversée, vraiment comme expérience, et j'ai vu les choses d'une manière totalement différente. C'était une expérience hyper enrichissante, je suis super contente de l'avoir faite et d'être tombée dessus parce que c'était vraiment un hasard. Et pour moi qui crois en grande partie au destin, franchement là je vois pas ce que je pourrais y voir d'autre qu'un signe du destin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu mais en même temps j'avais beaucoup de choses à dire, voilà. Et j'ai très hâte du coup d'aller de nouveau à la cour d'assises et de vous raconter cette nouvelle expérience. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et à me dire que ce soit sur Insta ou en commentaire YouTube si cette vidéo vous aura plu, ça se dit absolument pas, vous a plu. Vous en avez pensé, est-ce que vous pensez de toutes les problématiques que j'ai pu soulever, etc. Je trouvais que c'était des problématiques importantes qu'on pouvait soulever sur YouTube et que j'avais l'occasion d'aborder de par cette expérience là que j'ai vécue et j'ai voulu en profiter en fait. On a la chance en France d'avoir une justice qui fonctionne globalement bien.
et qui est publique, donc à laquelle on peut bien sûr aller assister à tout moment quand on veut. Bon après avec le Covid c'est un peu compliqué, mais hors Covid voilà, c'est ouvert à tous tout le temps. Et c'est totalement normal, hein. La justice est par définition publique, donc voilà. C'est vrai que c'est quand même une belle expérience, surtout pour des juristes. En tout cas je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis là-dessus. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de vos amis, de vos proches, et je sais pas si on se reverra avant les fêtes de fin d'année, je pense pas, mais bonne période de révision, bon courage, vous êtes les meilleurs. Je sais que vous allez réussir, j'ai confiance en vous. Bonne fête de fin d'année, bon Noël si vous le fêtez, et puis bonne nouvelle année si on se revoit pas d'ici là, ce qui est probable, donc parce que je vais être en révision, donc très occupée. Voilà, à très bientôt, bisous, et puis prenez soin de votre santé, c'est très important. À bientôt dans une prochaine vidéo.